Alors, puisque c'est comme ça, bonjour tout le monde. Et je vais un tout petit peu répéter ce qu'a dit Marie, parce que c'est important. Mais non, pour ceux qui nous écoutent. L'idée, pendant les estivales, nous invitons chaque année un petit éditeur, aussi pour soutenir la petite édition et pour que le large public et les professionnels puissent connaître ce qui se fait à côté ou juste tout près des grandes maisons d'édition qui sont diffusées partout. Alors, ce qui s'est passé il y a 2 ans tout de même, est paru le livre aux éditions des Fourmis Rouges, Les ateliers de la création et de l'illustration, paru en 2019, présenté à Montreuil, au Salon du Livre, et après, confinement, virus. Et ce livre, tout de même, mérite une vie, une grande vie, mais il va peut-être, ça va venir. Et l'idée qu'on avait eue tout de suite, c'était pour les estivales 2020. On parlait de ce livre, on faisait des expositions. Valérie Cussaguet, la directrice des éditions Les Fourmis Rouges, venait, et Delphine Perret, bien sûr, le photographe. Enfin, voilà, un événement autour de ce livre qui est très important pour les professionnels et le grand public. Bon, tout cela ne s'est pas fait. Donc, l'idée de cette petite demi-journée, c'était aussi de recommencer ce travail et de vous présenter ce livre. Donc, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est comme les masterclass pendant les estivales se déroulent pour certains de 14h à 16h, des illustrateurs, illustratrices qui sont dans ce livre font des masterclass, ils nous rejoignent simplement à 16h. Normalement, au niveau du timing, ça devrait être bien. Sinon, Valérie Cussaguet sera obligée de meubler jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je vais y arriver. Mais elle y arrivera, je lui fais confiance. On pensait commencer avec une conversation autour de Valérie Cussaguet, directrice des éditions Les Fourmis Rouges. Valérie, comment ça s'est passé? Donc, elle nous présente son travail d'éditrice, ce qu'elle fait. Je voulais vous dire qu'on a certains livres des Fourmis Rouges. Il y a eu des problèmes de transport, ça arrive souvent en ce moment. Certains livres, même parmi ceux qui sont un peu essentiels, ne sont pas là. Donc, de toute façon, vous pourrez aller les trouver en librairie, dans les bibliothèques. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est la vie et on fait avec. Hein, Valérie? Elle n'est pas contente du tout, mais bon. Non, je suis très heureuse d'être là. Voilà. Donc, c'était peut-être que tu commences par raconter un tout petit peu comment tu es arrivée à créer les Fourmis Rouges, d'où tu viens, d'où tu sors et pourquoi. Alors, oui, je dis toujours que c'est une maison relativement jeune, qui est vieille éditrice dedans, c'est-à-dire que ça fait vraiment pas mal d'années que je travaille dans l'édition jeunesse. Mon parcours, je travaillais d'abord chez Gallimard Jeunesse, puis chez Bayard Jeunesse. Dans ces 2 maisons, j'étais à la communication, je m'occupais de la promotion et c'est pas tout à fait anecdotique. Voilà, ça m'a apporté une expérience qui a été assez fondamentale pour la suite. Et puis, en 98, Thierry Magnier, donc au moment, enfin, le livre n'était pas encore sorti, il crée sa maison et je l'ai rejoint. J'ai quitté Bayard pour rejoindre Thierry. Et donc, on a démarré ensemble pendant et puis ça a duré 13 ans. Et là, je suis devenue éditrice. Je ne l'étais pas chez Gallimard ni chez Bayard. Et lui non plus n'était pas vraiment. Enfin, c'était pas vraiment un éditeur. Il n'est pas éditeur avant d'album. Et ça a été. J'ai pris conscience à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi des romans qui étaient publiés.
Et j'ai pris conscience de cet amour que j'avais pour l'album, ce jeunesse, vraiment. Et je pense que ce que j'aime, parce que je me suis un peu occupée des deux, enfin voilà, quand on est deux dans une maison, donc je me suis à la fois occupée des albums et des romans. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'album jeunesse. Pourquoi l'album jeunesse? Parce que c'est un espace de liberté immense, tant au niveau de l'objet qu'au niveau de... En fait, on a un petit espace de création pour l'éditeur, enfin, plus grand qu'ailleurs, il me semble, en tout cas. Et notamment parce qu'on va réfléchir l'objet, en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille, c'est-à-dire qu'on réfléchit à chaque fois l'objet, le format, et puis la typographie, dont on vient de parler longuement. Enfin, toutes ces choses-là, on a en fait un rôle qui me semble tout à fait intéressant. Et puis effectivement, c'est vraiment un espace de liberté. Voilà. Et le fait que l'édition jeunesse soit un petit peu... on nous laisse un peu dans notre coin, un peu. Et ça, c'est formidable, en fait, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Hein. Il n'y a pas d'histoire de stars. Enfin, il y a des stars, évidemment. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très confortable aussi, ça, d'être un tout petit peu à part. Bon, voilà, ça, c'était mon parcours. Et puis, donc, en 2011, j'ai quitté cette édition Thierry Magnier pour plein de raisons, voilà. Et je ne voulais pas créer ma maison d'édition. Ouais, c'est ça le truc, c'est que je l'avais déjà un peu fait quoi, avec Thierry, et je sais quelle énergie ça demande. Et je me sentais un peu vieille pour le faire. Et, voilà. Et puis finalement, en fait, c'est un peu les auteurs avec qui je travaillais voilà, depuis longtemps, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne crées pas ta maison? Pourquoi je ne crée pas ma maison? D'abord parce que c'est fatigant, il faut de l'argent, j'en avais pas. Et là, je raconte toujours ça, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui a été important pour moi à ce moment-là. Ça a été Daniel Dastug qui m'a donné confiance en moi. Il y avait créé des éditions du Rouel, mais voilà. Ça, vous connaissez ici. Et qui m'a dit, je ne sais même pas si elle s'en souvient, mais qui m'a dit, mais crée ta maison. Je dis, je me sens incapable de créer ma maison. Enfin, elle me dit, si, tu peux, crée ta maison. Et je lui dis, mais je ne sais pas ce que c'est en termes de gestion, par exemple, comment on fait. Enfin, elle me dit, la gestion, c'est très facile. Tu as deux poches, une poche où l'argent rentre, une poche dont l'argent sort. Tu en fais rentrer le plus possible et tu en laisses sortir le moins possible. C'est ça la gestion. J'ai dit, ah d'accord, bah alors en fait, oui. Non, mais en plus, elle a pas tout à fait tort. Enfin bref, elle m'a donné confiance en tout cas. Et parce qu'elle, voilà, c'était un peu, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et donc, le fait que sa parole à elle était importante. Et puis, j'ai créé, il y a eu aussi la rencontre, on se connaissait déjà, mais Brune Bottero qui s'occupait de la communication, que j'avais croisée, elle avait remplacé quelqu'un chez Magnier, enfin bref. Et ça a été important parce que je voulais pas faire ça toute seule et je voulais pas non plus faire ça avec quelqu'un qui serait sur le même créneau que moi. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on soit deux sur l'éditorial. Oui. Parce que j'ai vu des maisons autour de moi qui parfois explosaient en plein vol parce que tout le monde voulait s'occuper de l'éditorial. Et je pense qu'il faut un chef. Je pense qu'il faut quelqu'un... Non, mais parce que quand on a des... Enfin, voilà, on peut ne pas être tout à fait d'accord. Ouais. Donc vraiment, Brune s'occupait... Et je voulais aussi que la communication soit essentielle. Je voulais qu'on arrive sur le marché et qu'on voit le livre et qu'on parle nos livres parce que je savais que j'allais démarrer avec des auteurs qui avaient déjà quand même un passé, quoi. Et je ne pouvais pas leur dire on va vendre 500 exemplaires de ton livre, quoi. Je voulais vraiment qu'ils existent, ces livres. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, j'aime bien vendre les livres. Ça a l'air un peu idiot dit comme ça, mais je pense qu'il y a des éditeurs, ils aiment faire des livres. Publier les livres. Oui, publier les livres. Quelle que soit la manière dont ils vont être après diffusés, vendus. Et j'admire ces éditeurs parce que du coup ils font avancer le schmilblick. Je veux dire, parfois certains de ces éditeurs-là ont pris des risques énormes et donc vraiment on fait avancer l'histoire de l'édition. Oui. Mais moi j'aime les vendre, c'est-à-dire que j'essaie de faire avancer aussi un petit peu à ma mesure, mais c'est important pour moi de réfléchir au public, de savoir vers qui on s'adresse. Enfin, et je pense en plus. Ce n'est pas aux auteurs forcément de s'occuper de ça, c'est à moi de veiller à ça. C'est-à-dire que c'est ma manière à moi d'être éditrice, c'est de dire, là, peut-être ça, tu vois, on va... Enfin voilà, c'est un peu de
d'encadrer les auteurs pour qu'ils n'oublient pas tout à fait le lecteur enfant. Et c'est vraiment fondamental pour moi. Voilà, donc... pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus, parce que la communication était... Ouais, mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire, j'imagine que tu avais réfléchi à peut-être une ligne éditoriale, réellement ou pas, mais c'est important que tu le dises, et avec quels auteurs, quels illustrateurs tu avais envie de travailler, parce que tu disais, tu as aimé faire des albums chez Thierry Magnier, et donc tu voulais faire essentiellement des albums, c'est ce que tu as fait réellement. Mais est-ce que tu avais d'autres idées en tête ou pas du tout? Tu es partie bille en tête. Oui, je suis partie bille en tête. Non, mais d'abord, j'ai cherché du travail, en fait, et j'en ai pas trouvé. Oui. Ça, c'est important, en fait. Oui, non, mais parce que oui, c'est quelque chose d'important. Et il y a eu un déclencheur vraiment aussi important, à part la parole de Daniel. Il y a eu aussi quelque chose d'autre, c'est que j'étais en train de... Voilà, j'avais eu des entretiens dans une maison, et la personne m'a dit à un moment, on n'était plus que 2, c'était la fin, ça, et potentiellement je pouvais prendre ce poste, et elle m'a dit, tu sais, finalement j'ai choisi l'autre personne parce que je pense que tu as trop de personnalité. Et ça a été, je me suis dit, j'étais en panique totale, je me suis dit, je n'ai jamais trouvé de travail, personne ne veut de moi, c'est horrible. Bon, alors, et c'est ça a été aussi un... Oui, un déclencheur. Et quant à la ligne éditoriale, bon, je me répète toujours, mais ça a été un questionnement parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je la définisse, cette ligne, avant de créer la maison, et je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas très bien quelle ligne éditoriale j'avais. J'avais le sentiment, parce que ça, c'est aussi important, j'ai vraiment lutté parce que je ne voulais pas créer une maison d'édition, parce que justement j'avais l'impression que je n'allais pas apporter des choses nouvelles. Et j'avais aussi l'impression que j'allais participer à la surproduction, qui est quand même un peu dramatique. Et donc j'ai vraiment oui, pendant un moment je disais non, je veux pas faire ça. Et puis je me disais, on a quand même une production en France qui est absolument fabuleuse de livres jeunesse. Et donc, je me disais, à quoi ça sert que je crée? Bon, voilà, puis bref, je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est ma ligne éditoriale? Il y a des éditeurs qui démarrent une maison en ayant une vision extrêmement claire de ce qu'ils veulent apporter, des livres citoyens, beaucoup en ce moment de maisons qui est féministe, écolo, il y a vraiment... Et puis, c'est en train... Féministe, ça nous arrive, il y en a beaucoup qui vont arriver là. Et donc voilà, et moi, j'avais rien de tout ça. Quand je posais la question aux auteurs, en leur demandant, à ton avis, c'est quoi la spécificité des albums que je fais, beaucoup me disaient, c'est l'éclectisme. Ah, super. Merci. Merci pour transporter mon projet devant les banquiers. Merci bien. Donc, l'éclectisme, ce n'est pas une ligne éditoriale. Et en même temps, c'est quand même quelque chose, peut-être effectivement, j'ai des goûts qui partent parfois un peu dans tous les sens. Mais pas complètement. Et pas complètement. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi quand même, il y a quelque chose, comment dire, qu'on sent peut-être une fois que les livres sont là, ensemble. J'ai besoin j'ai besoin d'avoir une émotion. Moi-même en tant qu'adulte, en lisant un livre, c'est-à-dire ou bien de rire, ou le rire, ou de ressentir quelque chose. Enfin, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe, et pas uniquement d'ordre esthétique. Alors, parfois, si, moi, je repense à ce que... Je pense à Marion Bataille, par exemple. Elle est venue me proposer son livre ABC 3D, et là, j'ai pleuré. J'étais bouleversée, alors qu'il n'y avait pas d'histoire, mais la beauté de ce projet était tellement fort, c'était tellement un truc magique. En plus, c'était son projet d'école, c'était des immenses lettres. Enfin, on était toutes les deux très émues, c'était un moment assez étrange, mais bref, en tout cas, donc c'est très rare les chocs esthétiques comme ça, mais ce que je veux dire, il faut que ça m'apporte quelque chose en tant qu'adulte, et il faut aussi que je sente qu'il va y avoir un niveau de lecture accessible à l'enfant, toujours. Et ça, parce que quand on est éditeur de livres pour la jeunesse, c'est assez tentant. Parfois, on travaille avec des gens qui sont très créatifs, qui font des choses extraordinaires, et donc on peut se laisser embarquer avec eux vers des choses qui sont très riches, qui sont formidables, et où l'enfant peut être un tout petit peu paumé. Alors parfois on me dit, mais tu te trompes.
oui, on peut avoir différentes conceptions de ce que peut recevoir un enfant, mais je pense aussi que j'ai toujours l'envie aussi de ne pas m'adresser qu'aux enfants de graphistes, on va dire. J'ai aussi envie, parce qu'évidemment, voilà, mais je trouve que ces livres-là sont essentiels, hein, sont importants, mais peut-être que moi, j'ai pas envie de faire des livres trop élitistes. Voilà, j'ai envie que ce soit des livres relativement accessibles, oui, en tout le sens du terme. Alors, après, tu as tout de même choisi de travailler avec certains auteurs ou illustrateurs, on va presque plus parler d'illustrateurs ou auteurs-illustrateurs, parce que tu les connaissais. Et puis, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Moi, ce que j'aime dans ce métier, effectivement, c'est la relation avec et l'accompagnement d'auteurs et d'illustrateurs depuis longtemps. J'adore ça, en fait. Et donc, cette habitude de travail comme ça, celle qui est pour moi, il y en a plein, hein, évidemment, c'est toujours des aventures comme ça. Cette aventure éditoriale, une aventure éditoriale, c'est toujours des histoires de relations humaines. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que il y a des auteurs dont on est très proche qui nous rendent bons éditeurs. C'est-à-dire que il y a des auteurs avec lesquels il y a des ping-pong comme ça, et on rebondit chacun sur une idée et on avance comme ça. Et puis, c'est à la fois fluide et en même temps très, très créatif. Et on ne sait plus d'où vient l'idée, de qui. Oui, enfin, voilà. Avancé, et ça c'est formidable. Donc ça, faut une grande, grande complicité, mais ça arrive. Parfois, ça vient tout de suite. Il y a des auteurs qui m'envoient un projet, et puis des jeunes qui m'envoient par mail, hein, ça m'arrive. Je pense à Marie Mirguen, par exemple, ce livre-là. C'était son premier album. Comme ça. Qu'elle m'a envoyé, et puis tout de suite je lui ai dit je l'ai appelé, je lui ai dit ce que j'en pensais, enfin voilà, et j'ai senti qu'il y avait un dialogue qui était extrêmement riche, et qui voilà, parfois il y a des auteurs avec qui on fait des livres formidables et ils n'ont pas tellement besoin de l'éditeur, ça arrive aussi, on a une place un peu plus discrète, voilà. Et puis sinon, ces espèces de compagnonnage comme ça, très emblématique, il y a eu Delphine Perret, il y a toujours. Je parle de manière elle t'avait abandonné, mais pas du tout. Elle est là. C'est Delphine Perret, et donc Delphine, c'est une vieille histoire, je pense que ça fait presque 20 ans. Ouais. C'était un des premiers livres. C'était un des premiers livres. Le premier que tu as publié, c'est celui-là. Je ne sais plus, le premier, il y avait celui-là, il y avait Delphine Jacot, il y avait de Delphine, il y avait Frédéric Marais. Non, mais je pensais le premier livre de Delphine que tu as publié. Non, c'est Le Loup et les Chocos. Ah oui, c'est Le Loup et les Chocos. Oui, non, j'avais commencé, bien sûr. Non, mais ma question, c'est chez toi, dans ta maison d'édition, est-ce que c'est celui-ci le premier de Delphine? Ah oui, le premier de ça. Delphine. Oui, voilà, c'était ça ma question. Bien sûr que tu avais travaillé avec Delphine Thierry-Magnier. Donc Delphine, c'est vraiment ce qu'elle a d'exceptionnel, et moi, c'est vraiment ce sont les livres que j'aime sans doute le plus travailler. C'est quand l'auteur et l'illustrateur sont la même personne, en fait. Ouais. Et parce que justement, là, il y a un rapport texte-image qui est très, très, très intéressant. Et j'encourage très, très souvent les illustrateurs et les illustratrices à écrire leurs propres histoires, à écrire leurs propres textes, parfois sans texte d'ailleurs, juste avec les images. Mais je les encourage parce que souvent, ils n'osent pas. C'est pas le cas de Delphine, parce que Delphine, elle est les deux, elle écrit merveilleusement bien, enfin je veux dire, elle n'a pas du tout besoin de moi. Mais il y a des illustrateurs dont on sent qu'ils sont tout à fait capables. Et il y a un manque de confiance en eux-mêmes sur le texte, je veux dire. Et souvent, il suffit, alors pour plein de raisons, il y a parfois, par exemple, il y a des illustrateurs et des illustratrices qui, par exemple, ont été pour qui la scolarité n'a pas été évidente, par exemple. Donc, il y a un rapport à l'écrit qui n'est pas toujours simple. Et donc, personne ne leur a jamais dit « mais c'est très bien ce que tu écris » parce que, l'écrit est lié à quelque chose d'assez scolaire, et ce qui leur semble à eux, pas du tout, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Non, puis on les a vraiment barrés sur leur parcours.
en français, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie réticence, une vraie peur. Et donc, ça fait partie de mon job d'éditrice aussi, de les accompagner vers ça, vers la narration. Ça, je suis assez, c'est important pour moi, ça. Voilà. Et donc, et parfois, ça m'est arrivé, par exemple, de recevoir, de travailler avec des gens qui écrivent quasiment en phonétique, par exemple. Des gens qui sont tellement éloignés de l'écrit que les textes que je reçois, il y a une faute par mot. Et je me souviens d'une stagiaire qui m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, ah oui, il faut lire à haute voix. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment totalement dyslexique. Oui. Et moi, c'était rigolo parce que je travaillais avec lui. En fait, j'avais fait abstraction complètement de cette relation complexe qu'il avait avec l'écrit. Oui. Et moi, je voyais là-dedans que l'histoire, le texte, la narration, j'avais fait abstraction de tous ces problèmes un peu, une orthographe un peu très, très approximative. Donc ça aussi, ça fait partie de mon job, de donner confiance, je pense. Oui. Et parce que souvent, et je trouve aussi, sans doute dans les écoles, ça manque un peu. Alors, on a plein d'illustrateurs et d'illustratrices qui font de très, très belles images, mais qui ne savent pas mener une narration. Et ça, moi, j'y suis très attentive. Et donc, c'est pas évident, hein, c'est pas facile, je sais bien, mais en tout cas, c'est important pour moi. Mais je crois que je trouve que c'est très important ce que tu dis, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pléthore. Non, mais arrête. Elle est insupportable. Non, mais il y a pléthore d'albums. Il y en a beaucoup. Il y en a des magnifiques. Mais réellement, il y a un problème avec la narration. Il y a un problème avec ces textes. Et tout de même, à part, le texte est aussi très important. Et la plupart des gens, des parents, même des professionnels, et ça me navre beaucoup, ils ne font pas du tout attention à la narration. Et les mots, la langue employée est fondamentale, des tout petits. Alors, la narration, ce n'est pas forcément du texte. Non, mais... Parce que le texte est fondamental, mais parfois ce sont deux mots. Enfin, quand je parle de narration, je parle aussi de rythme qui est fondamental aussi pour moi. Il y a aussi toutes ces de différents points de vue dans l'image. Enfin, il y a aussi tout un et puis effectivement, il y a des éditeurs qui sont des éditeurs par exemple qui sont complètement passionnés. Alors moi aussi, le livre-objet m'intéresse aussi, mais ils aiment les concepts et puis jouer beaucoup avec cet objet livre, avec les pop-up, les choses comme ça, enfin avec... voilà. Alors, j'ai toujours été... J'adore ça. C'est vrai que moi, les pop-up, j'adore ouvrir un livre et j'adore ça. Mais je ne suis pas l'éditrice de ce type de livre. C'est-à-dire qu'effectivement... Je suis très attentive à la fabrication, à l'objet, au papier, à adapter le bon papier à la bonne illustration. Mais en revanche, c'est vrai que c'est plus l'histoire qui m'intéresse. Enfin, Mais oui, c'est vrai que je pense que tu es attentive finalement à l'objet que sont tes livres que tu édites, et parce que c'est très important. Et on peut dire comme ça qu'on les voit comme objets. Je trouve qu'ils sont beaux. Ils ont des belles couvertures. Enfin, c'est aussi pas le cas de plein de livres aujourd'hui, d'albums qui sortent. Et tout à l'heure, quand je t'ai emmené les livres qui étaient arrivés, tout de suite, tu m'as dit, mais ils sont tout esquintés, tout ça. Non, mais je crois que ça, c'est quelque chose que toi, tu vois, que la plupart des gens ne voient pas. C'est-à-dire que c'est aussi important, que c'est un tout. C'est pas simplement un truc qui va être un pop-up, c'est où. Quand je dis que je suis attentive, l'objet livre n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas que ça. Il n'empêche que pas... Enfin, par exemple, les pages de garde sont fondamentales pour moi, par exemple. J'adore ça. C'est un espace d'expression. Le livre, c'est vraiment c'est un voyage, c'est-à-dire qu'on ouvre, il y a une espèce de corridor un petit peu comme ça, un hall d'entrée, c'est la page de garde. Là, on commence, on rentre dans le vif du sujet, on nous annonce exactement ce qui va se passer et paf, on démarre. Enfin, je veux dire,
tous ces différents éléments du livre sont pour moi absolument fondamentaux. Parfois, parfois, je mets un aplat de couleurs, mais même les aplats de couleurs, on va les réfléchir, mais j'adore quand il se passe quelque chose. Là, par exemple, celui-là, par exemple, Sleep. En fait, c'est un livre d'accumulation, donc c'est quelque chose, voilà, pour le coup, il y a moins d'histoire, mais il y en a une quand même. Et donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement classique dans les livres pour enfants. Là, il y a tous les objets qu'on a retrouvés qui sont sortis de la poche du kangourou. Et là, en fait, c'est assez marrant parce que là, j'ai dit, mais attention, on ne peut pas laisser la plage dans cet état-là. Non, mais c'est ça. Parce que là, il y avait un bazar absolument monstrueux. Voilà, il y a du bazar partout. Et j'ai dit, on ne peut pas laisser la plage comme ça. Alors voilà. Alors, on s'est dit, bah, tiens, il va ouvrir une petite boutique et comme ça, il va vendre tout le bazar. Et notre problème était résolu. Et voilà. Mais donc, c'est vraiment un... Oui, c'est un petit univers à lui-même, le livre, vraiment. Mais je ne vais pas faire des livres avec des flaps, des trucs, des machins. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas la bonne éditrice. Peut-être, comme tu avais ce livre entre les mains, je voulais savoir comment ça s'est passé. Donc, c'est un texte d'Alex Pousseau et l'illustratrice est Jeanne Cohen. Alors, qu'est-ce que tu as reçu? C'est eux qui... Ne me demande pas comment s'est passé ce livre. Jannick, si tu m'entends, tu sais que ça a été dur. Non, là, c'est... Alors, Alex et Jannick, on a déjà fait ensemble Olivier Léandre. Oui. Donc, c'est... En fait, quand je disais tout à l'heure, j'aime bien quand c'est la même personne qui fait le texte et l'illustration. Parfois, quand on a un couple, c'est pas un couple du tout, je veux dire, mais on a des binômes comme ça. Et ça revient presque au même, ça revient, c'est presque pareil qu'une seule personne qui fait le texte. Je pense à François Roca. Mais ça veut dire qu'ils ont travaillé ensemble, tous les deux. Non, alors ça veut dire que Alex écrit quand même le texte. Oui. Et voilà, et qu'ensuite on réfléchit tous les trois ensemble à comment. Mais il avait envie que ça soit Jannick qui l'illustre. Ah oui, ils sont arrivés tous les deux ensemble. Oui, ils sont arrivés. Non, mais parce que. Après, ah oui, parfois j'ai le texte seulement et c'est moi qui choisis l'illustrateur. Est-ce que tu peux nous donner un exemple par exemple, ça, par exemple, celui-là, par exemple, Clémence, qui est ici d'ailleurs, Clémence Savag, pour la grande course des gens, elle m'a envoyé ce texte, je ne connaissais pas Clémence, hein. Elle m'a envoyé ce texte que j'ai trouvé vraiment formidable. Et donc, ça m'a semblé être... Enfin, voilà, je me suis dit, je vais le faire illustrer par Magali Lehuche. Tac, je réfléchis, ça c'était là. Ça c'est pareil, j'ai eu le texte de Martine Lafont. C'est un album que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tous mes livres. Et c'est moi qui l'ai donné à Delphine Durand. Voilà, parfois, les deux là, Cédric et Morisseau qui sont vraiment qui sont des best-sellers de la maison, la série Panique au village des Cordeliers. Ils travaillent ensemble tous les deux. Hein. Ils t'ont envoyé. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Il était 11h du soir. Je regardais mes mails, les manuscrits, voilà. Et puis là, je tombe sur un mail à WeTransfer. Je me dis, l'auteur qui m'envoie WeTransfer à télécharger, parce qu'on reçoit plein de projets de manuscrits, le WeTransfer à télécharger qui fait 250 mégas, je me dis, déconne, quoi, il pourrait quand même faire un effort, le compresser, trouver un système. Et là, je vois Panique au village des Crottes de Nez et mon cœur s'enflamme. Je suis une fan absolue de Panique au village. Vous connaissez c'est un film. Comment ils s'appellent les créateurs? Ils sont belges. Avec Cowboy. Oui, c'est ça, avec Cowboy. Donc, quand je vois Panique au village des Crottes de Nez, tout de suite, je pense à Panique au village. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil à ces deux-là. Et donc, je me dis, bon, ça, il faut que je lise. Et donc, voilà. Et en fait, Cédric et Morisseau sont des dessinateurs d'art contemporain. En fait, ils sont vraiment... Ils exposent dans des galeries. Enfin, je veux dire... Et d'un seul coup, pouf, ils sont sortis, ils ont fait ce projet pour la jeunesse. Ils ont envoyé comme ça à plusieurs éditeurs. Et donc, moi, j'ai répondu, j'ai lu ça et j'ai envoyé le mail tout de suite. Voilà, j'ai adoré. Ça m'a fait... Alors là... Ça, c'est assez marrant, Panique au village, parce que, par exemple, le texte tout seul,
je reçois un texte comme ça, je dis non, direct. Bah, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, voilà, là, tout était super bien. Par exemple, il y a une double où il y a écrit tout était super bien. Bon, ben, enfin voilà, il y a des espèces de choses un peu légères, un peu, mais c'est l'ensemble qui forme. Voilà. Après, ils ont, alors donc ils sont couple, ils travaillent ensemble. Le dessin, le scénario, ils font tout, ils font absolument tout ensemble. Donc là, c'est voilà, c'est vraiment comme si c'était une seule personne. Ils réfléchissent. Et tout est extrêmement rigoureux, pensé, enfin rien n'est laissé au hasard, absolument rien. Et moi, c'est une façon de travailler qui me plaît beaucoup. Voilà, parce que je suis aussi un peu... J'aime bien le travail de fourmi, quoi. Il y a un truc un peu pointilleux. Parce que quand on fait des livres, en fait, contrairement à la presse, par exemple, si vous faites une coquille, bon, la semaine d'après ou le mois d'après, bon, ça passe. Le livre, si vous laissez passer quelque chose, vous l'avez sous les yeux pendant des mois, voire des années, si le livre ne marche pas très bien. Et donc, c'est vraiment quelque chose... Mais c'est aussi ce que j'aime dans l'édition. C'est vraiment quelque chose qui reste. C'est quelque chose, j'ai pris conscience de ça, en fait, c'est un métier qui... Vous avez des métiers où les choses passent, vous êtes sans arrêt en train de travailler, mais il n'y a jamais un objet concret dans votre main. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect du livre. J'aime bien avoir à un moment, on en a chié, quoi, mais à un moment, paf, il y a cet objet qu'on touche, qui est là, qui est présent, et c'est c'est quelque chose qui, moi, à chaque fois, c'est une émotion, quoi. À chaque fois, c'est une grande victoire sur l'adversité d'avoir réussi à produire quelque chose. Et j'aime bien aussi, j'aime bien voir les imprimeurs. Enfin, j'aime bien tout cet aspect artisanat. On discutait hier soir avec Anne Croza et on parlait des éditions à l'étranger. Et des achats de droits et tout ça. Tu vas répéter ça? Non, c'est pas ça. J'ai trouvé ça, et vous avez dit toutes les deux quelque chose de très intéressant qui va dans le sens de ce que tu racontes, c'est-à-dire un livre qui paraît à l'étranger. Les pays ont acheté, les éditeurs, les droits. Quand il vous arrive, toi, tu étais éditrice, Anne Croza est auteure, illustratrice et elle ne travaille pas avec toi. Et toutes les deux, il y avait, quand vous racontiez ça, c'était une grande, grande émotion. Vos livres qui étaient partis à l'autre bout du monde ou qui étaient traduits dans une langue même que vous ne compreniez pas. Mais souvent, je le confirme. Déjà, l'anglais, c'est limite pour moi. Alors, tu doutes. Non, mais du coup, voilà, je trouve que ça va quand tu dis que quand le livre, après des mois, voire des années de travail, il sort, c'est une grande victoire. Et après, quand il va ailleurs, c'est encore c'est une victoire aussi importante parce que ce que vous avez fait, c'est parti. Mais tu peux dire ce qu'on disait, parce que c'est assez intéressant, non, en fait. Alors, parce que, on peut le dire. Non, parce que je disais que c'était intéressant financièrement, parce que c'est de l'argent qui tombe, et pour les auteurs et pour l'éditeur, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de plus et on vend les droits et paf, du coup, on a de l'argent qui tombe. C'est aussi donc une espèce de reconnaissance de savoir que notre travail a dépassé les frontières. Non, mais ce qu'on disait et qui était assez drôle, mais on peut le dire, non, c'est que parfois, les livres arrivent et les éditeurs étrangers ont fait mieux que nous. C'est-à-dire que... Et alors là, ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est souvent l'inverse, bien sûr. Oui. Et en fait, on rigolait avec ça parce que ça m'est arrivé avec une illustratrice qui était une grande amie qui s'appelait Claire Franek. J'avais fait un livre avec elle, un grand format, un peu de BD, enfin bref. Et les Coréens ont demandé l'autorisation de changer le format. Et donc, j'ai dit, mais c'est bizarre. Et puis, en fait, ils ont tout redécoupé, absolument tout. Ils ont réduit, il y avait 3 fois plus de pages. Ils ont fait une version souple. Et on reçoit le livre. Avec Claire, on se regarde. Et j'ai dit, je préfère la version coréenne. Elle m'a dit, mais moi aussi. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, parce que moi aussi, parfois, j'ai amélioré l'édition d'un livre dont j'avais acheté les droits à l'étranger. Parce que quand vous avez l'objet entre les mains,
vous sentez mieux le truc. C'est-à-dire que quand il est sur l'écran d'ordi, et là, vous voyez, ah tiens, finalement, ce format, il est un peu trop petit, ou il est au contraire un peu trop grand, ça ne servait à rien de faire un album. Ouais, donc, on peut effectivement modifier. Ouais. Mais c'est humiliant. Hein. C'est humiliant. C'est totalement désagréable, mais ça arrive. Juste pour rester dans ce domaine de l'étranger, tu as tout de même édité Miguel Pang, qui est là, qui est en dessous, qui travaille beaucoup en dessous, Manuel Marsol et d'autres, quelques livres dont tu as acheté les droits. Ah non, comment ça se passe? C'est ça que non, ça c'est différent. Non, mais ça, tu les Il y a deux sortes, il y a deux façons de travailler. Miguel Pang, c'est pas un achat de droits. On a vraiment travaillé, c'est mon auteur, en direct. Oui. Manuel, c'est pareil, j'ai pas acheté un autre éditeur. Un achat de droits, j'en achète pas beaucoup. Alors, chez Magnier, j'ai acheté Chris Automne, par exemple. Tu vois, oui, hélas, je n'avais pas encore créé ma maison. Hélas, dommage. C'est un peu perdu. Dommage. Donc là, c'est vraiment un achat de droits. Non, mais peut-être plutôt. Ma question était là. J'avais envie comment tu les as rencontrés, ces deux-là, pour parler de Manuel ou qui sont tous des gens de grand talent, tu vois. Oui, alors je suis en train de réfléchir. Manuel, je crois que je l'ai repéré il y a longtemps sur les réseaux sociaux, je crois. C'est ça. D'accord. Je crois que c'est ou les réseaux. Non, ou alors non, je crois qu'il n'avait pas encore l'expo à Bologne. Je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Et après, je l'ai vu on s'est rencontrés à Bologne en vrai. J'avais sollicité un rendez-vous, mais je crois que je l'ai repéré comme ça il y a un moment. Il y a vraiment pas mal de temps. Et puis Miguel, je crois que je me souviens. En fait, je me souviens plus. Je crois que c'est lui qui m'a contacté. Je me souviens plus en fait. Tant pis, il faudra qu'on lui demande. Je me souviens plus. Non, mais c'est possible qu'il t'ait contacté. Voilà. Il m'a dit qu'il avait adoré travailler avec toi. Qu'il est gentil. Mais c'est vrai, parce qu'on parlait par rapport à la rencontre qu'il allait avoir. Ouais, c'est quelqu'un de formidable. Mais l'aspect humain est fondamental parfois. Oui. Et donc, voilà, c'était une petite aparté parce que le travail d'éditeur, c'est aussi ça. Moi, j'ai toujours un petit peu... je suis très, très handicapée. Je parle très mal anglais. Et j'aimerais beaucoup travailler avec des auteurs étrangers, des illustrateurs étrangers. Mais je trouve que le dialogue, déjà, quand on parle la même langue, arriver à travailler ensemble sur des albums, c'est déjà pas simple. Et donc, une langue étrangère, je l'ai fait déjà, parce que j'ai publié les bouquins d'Attaque. Oui, c'est ça, je pensais même que... Alors, oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, Attaque, par exemple, c'est assez drôle parce que, donc c'était il y a longtemps, j'avais publié son premier bouquin en France pour la jeunesse. Je lui avais demandé d'illustrer un texte de Muriel Bloch qui était sur la mort. Je ne sais plus comment c'était. C'est pas la mort marraine, non. Bon, bref. Et donc, on avait travaillé ensemble. Donc, Attaque, Georg, il est allemand. Et donc, on travaillait en anglais. Mais je me souviens de quelqu'un qui est rentré dans le bureau alors qu'on venait on avait eu un rendez-vous de travail, il était venu, tout ça. C'est un mec adorable, Attaque. Et cette personne qui, elle, parlait couramment anglais est entrée, s'occupait de la communication. Et elle nous a écoutés, elle est ressortie. Et puis après, elle m'a dit, je ne comprends pas trop, vous travaillez dans quelle langue? Je dis, l'anglais. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas du tout comment vous faites. Parce qu'elle me dit, tu parles un anglais épouvantable. Et lui, pareil. Elle m'a dit, c'est catastrophique quand même. Et en fait, ma foi, on y arrivait. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un handicap pour moi quand même. Parce que en tout cas, si vous ne connaissez pas le travail de Attaque, je vous conseille de le regarder. Je rêve, on est en train de faire de la pub pour Thierry Magnier. Voilà. Tout de même, on peut glisser des choses. C'est important. Oui, c'est un travail exceptionnel. Peut-être. J'en ai un chez moi aussi. Mais oui, Martha était là qui a un album. Mais oui, tout de même. Je me suis dit, je ne sais plus, ça peut être, on est fatigué, ça peut être ça. Valérie, est-ce que, moi je voudrais bien qu'on parle un peu du livre des ateliers avant qu'ils arrivent, pour qu'on dise bien du mal d'eux. Et puis, voilà. Est-ce que par rapport à
ton travail d'éditrice et peut-être vous, si vous avez spécifiquement là-dessus des questions à poser. Les fourmis rouges. Pourquoi D'où les ça fourmis vient? rouges? Alors, il y a plein de choses. D'abord, c'est très intéressant de chercher un nom. Je pense que quelle que soit l'entreprise qu'on crée, le nom est assez intéressant. Il y avait une libraire qui m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas réfléchir au nom, tu vas en fait concrétiser ton projet et tu vas mettre des mots très précis sur ce que tu as envie de faire. Et c'est tout à fait juste. Et moi, très vite, j'ai eu envie de quelque chose qui soit accessible pour les enfants et pour les adultes, de quelque chose, d'un nom qui ne soit pas niais, parce que quand même, la niaiserie en édition jeunesse, on peut basculer dedans assez facilement. Et donc, dans ce nom-là, je voulais, voilà. Et les fourmis, c'est quelque chose qui est à la fois passionnant pour les enfants, à observer pour les enfants, pour les adultes. Donc, il y avait voilà. Ça m'évoque aussi, parce qu'une maison d'édition, quand il n'y a que les éditeurs, enfin c'est une coquille vide, hein, on n'existe pas, ça n'existe pas une maison d'édition sans, c'est les auteurs qui font. Donc, la fourmilière, ça m'évoquait aussi cette maison en fait avec du passage, avec des gens qui travaillent tous ensemble pour produire quelque chose. C'est aussi la notion de la chaîne du livre qui est fondamentale pour moi, et avec ce système qui est vraiment qui est intéressant, avec des. Enfin, moi, sans les libraires indépendants, par exemple, je n'existerais pas, c'est assez clair. Voilà, donc merci Jack Lang aussi. Hein. Et puis, sans le réseau de bibliothèques, je n'existerais pas, sans doute. C'est-à-dire que ça, c'est important, on en parle assez rarement, mais je pense que parmi vous, il y a pas mal de bibliothécaires. Vous avez un rôle économique fondamental, dont vous n'avez pas forcément conscience en réalité, mais vous avez un rôle économique très, très important. Et donc, tout ça, voilà. Donc, les fourmis, pour moi, c'est ça aussi. C'est tout un petit monde comme ça qui grouille et dont les maillons, les différents maillons sont tout à fait fondamentaux. Et puis, rouge parce que ça pique un peu et que j'aime assez quand c'est pas trop lisse, quoi, quand même, et qu'il y a des choses un peu, voilà, qui peuvent secouer un tout petit peu. Et puis parce que, voilà, je suis peut-être plus rouge que bleu, voilà, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ça. Et puis parce que aussi, les fourmis, c'est ce travail de fourmi, le travail d'éditeur, pour moi, c'est vraiment un travail très minutieux, rien ne doit être laissé au voilà, c'est ce dont je parlais, donc ça, c'est fondamental. Puis il y a un poème de Victor Hugo que j'adore, Jeanne songeait sur l'herbe assise, où elle demande à son grand-père, elle veut voir un animal et il lui montre une fourmi, puisque c'est l'animal qui est là, et elle lui dit, bah non, ça c'est pas une bête. Et il parle des enfants qui aspirent au grand, au beau, à quelque chose de toujours, voilà. Et je trouve que ils ont raison d'aspirer au plus grand. Bon, je leur donne des petites fourmis, mais en fait, j'essaie de faire en sorte que ça corresponde à une aspiration de grandeur et de voilà, quelque chose qui soit à leur hauteur, c'est-à-dire très très haut. Bon, je ne prends plus de questions de ce style-là, parce que tout de même, il faut qu'on parle des ateliers. Donc, Betty Bonne nous a rejoints. Merci d'avoir été à l'heure. Et donc, Adrien va arriver. Donc, peut-être qu'il faut que j'ai parlé un tout petit peu en début de ce livre très important, n'est-ce pas Louis? C'est ce qu'on lui a dit. Absolument. Bon. Et que tu nous parles de ce projet, un peu comment ça s'est passé. Voilà. Ah voilà, bon, on nous a... Non mais c'est bien Adrien, on démarre juste... Parfait. Donc l'idée, on va redéfinir les règles, c'est que vous puissiez, donc on va parler ensemble finalement, puisque vous êtes là tous les quatre, de ce livre, de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. J'ai proposé à Loïc Boyer d'intervenir lui aussi. Éventuellement, si vous avez des questions, on peut y répondre. Enfin, vous pouvez y répondre. Voilà. Alors, l'histoire du livre, d'un point de vue éditorial, enfin,
C'était une envie, c'est une question qui passionne Delphine depuis toujours, c'est-à-dire le rapport des artistes à leur espace de travail, le lien entre l'espace de travail et la création, l'atelier ou pas l'atelier, enfin ça peut être un coin de table de cuisine pour certains, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et donc ça a été depuis très longtemps. Quand, je crois, je ne suis pas très sûre, mais je crois qu'elle en a parlé à Eric, qui lui-même, alors c'est le photographe, enfin, c'est un grand photographe, il travaille beaucoup pour la presse, mais il travaille aussi beaucoup pour le salon de Montreuil. Il travaille à Montreuil. Photographe du salon de Montreuil. Mm. Et donc, ils en ont parlé un jour, et lui, ça l'intéressait aussi énormément. Donc voilà, ça a été la rencontre entre tous les deux. Moi, je dois dire que quand ils m'ont parlé de ce projet, j'avais le sentiment, c'était tôt pour moi, je me sentais d'abord économiquement, j'avais l'impression que je n'avais pas les reins très solides. Ouais. C'était un livre qui était un peu... la cible me semblait un peu restreinte, c'est-à-dire c'était pour moi les étudiants et puis les professionnels du livre. J'avais peur que c'est un livre qui coûte cher quand même, enfin, à fabriquer aussi. Donc voilà, donc tout ça a été... et puis j'avais jamais fait ça aussi. Et en même temps, c'était très tentant. C'est-à-dire que j'ai pas dit non, quoi. J'ai dit oui, voilà. Mais ça a été, je trouvais que c'était une démarche. En fait, ce qui m'intéressait dans cette démarche, je pense que si une journaliste ou un journaliste était venu en me disant on va faire un livre là-dessus, ça m'aurait pas passionné autant. C'est parce que tu connaissais aussi très bien Delphine, tu avais beaucoup voilà. travaillé avec elle. Alors aussi, bien sûr, mais aussi parce que ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était que une créatrice aille à la rencontre de ses pairs et discute avec eux. Et je pense qu'elle a recueilli ces paroles-là d'une façon tout à fait inédite. C'est-à-dire que si moi j'y étais allée, je n'aurais pas du tout eu ça, quoi. Bien sûr. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était comment elle, alors en plus, donc, il y avait les photos d'Éric. Donc en gros, comment il conduisait les entretiens, elle posait des questions. On parle même. Alors je pense, Eric faisait d'abord ses photos, ou ça dépendait des fois, je crois, mais elle posait des questions et après il faisait les photos. Enfin bon voilà. Et elle après, pendant qu'Eric faisait les photos, elle de son côté faisait des petits croquis de différents éléments des ateliers. Et donc voilà, ça a été très riche. Ça a été une vraie surprise pour moi aussi. Ça a été très compliqué, hein. Ça a été un gros travail éditorial. En fait, ce qui a été très, très difficile, c'est que d'abord, donc, elle a récolté cette parole, donc elle avait des heures et des heures d'entretien, en fait. Et il y a eu tout un travail derrière pour retranscrire ces entretiens, évidemment. Donc, elle avait tout enregistré. Donc, il y a eu un premier travail comme ça où on a tout mis alors, c'est elle qui l'a fait en partie pour d'autres. Enfin, il y a eu aussi une partie qui a été faite par nous de dérush, enfin, je ne sais pas comment on dit, où juste on tapait tout ce que les gens disaient. Et puis après, évidemment, il y a eu tout un travail de réécriture, entre guillemets. Il fallait d'abord, elle voulait, ça aussi, ça a été un questionnement. Est-ce qu'on garde ces questions ou pas? Oui, est-ce qu'on les met ou non? Est-ce que ces questions apparaissent ou est-ce qu'on les intègre? On fait en sorte que juste ce soit une parole continue des artistes. Donc le choix a été fait assez rapidement. Elle voulait que ces questions disparaissent. Donc ça veut dire évidemment forcément une réécriture. Et puis, en faisant, on ne peut pas garder on peut passer de l'oral à l'écrit sans intervenir. Mais là, c'était plus que ça. C'est-à-dire qu'il fallait enlever plein de choses. Et on n'était pas d'accord au début, toutes les deux. C'est-à-dire que moi, en tant qu'éditrice, j'avais le sentiment qu'il y avait trop d'oralité. Donc, et elle, c'était marrant parce que la mère de Delphine, elle est sociologue. Donc, elle avait une façon elle avait dit à Delphine, tu écris absolument, tu récupères la parole des gens à l'état brut, quoi. Et moi, cette parole à l'état brut ne me convenait pas. Donc, il a fallu trouver la bonne distance. Au début, on a un peu bataillé, et donc il a fallu, mais je pense qu'elle avait raison d'insister pour garder des rugosités, pour que justement on sente l'oralité encore présente. Je pense que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre. Oui. Et moi, j'aurais peut-être trop réécrit. Donc à nous deux, entre elle qui voulait vraiment laisser trop d'oralité et moi qui voulais mettre compresser, enfin pas compresser d'ailleurs, mais en tout cas nettoyer pour que ce soit vraiment très écrit.
je pense que c'est parce qu'on était toutes les deux pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'on a fini par donner quelque chose de vraiment bien, je pense, parce qu'on tirait chacune de notre côté, quoi. Et ça donne effectivement... En fait, ce qui m'a surprise dans ce livre, c'est l'émotion. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant, évidemment, mais pas qui me touche autant. Et tout le long du livre, j'étais très touchée. Alors, ça a été des gens aussi que je connaissais pour la plupart, mais je trouve que c'est un livre très touchant. Et ça, c'est pas gagné au départ, quoi. Après, il y a eu aussi, ce qui était intéressant, c'est de les choisir aussi, ces gens. Voilà, le choix. Parce que on imagine, bon, vous connaissez tous les illustrateurs et des illustratrices, et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est comment elles ont choisi, ou ils ont choisi, comment ça s'est passé, en se disant, ben, tout de même, ceux qui ne sont pas, et celles qui ne sont pas dans ce livre, c'est bien dommage, mais en même temps, ça veut dire peut-être sur un deuxième temps. Et je sais qu'elle n'est pas prête du tout, parce que c'est un boulot phénoménal. Mais en même temps, alors raconte-nous par non, mais c'était assez intéressant de réfléchir à ça. D'abord, il fallait évidemment une parité homme-femme. Donc ça, c'était assez clair. Enfin voilà, c'est pour débuts, ça pas qu'on plus. a Voilà. Et après, il fallait des jeunes, des vieux, des presque inconnus et d'autres très connus, enfin, les superstars. Donc, il y a eu des gens peut-être plus classiques qu'on attendrait moins et des gens qui sont au contraire dans une veine plus de recherche artistique. Enfin, donc, on avait envie de présenter un panel, c'est une photographie à un moment T, une photographie de notre paysage, comme ça. Donc, ça a fait l'objet. Et puis, il y avait une autre chose qui était essentielle. Il fallait aussi que Delphine se sente bien avec ces gens-là. Donc, ces gens-là. Non, mais c'était important parce que il y a des histoires aussi de... Je sais pas, je ne vais pas donner le nom, évidemment, mais des gens... Voilà, d'affinité, voilà. Moi, j'aurais aimé qu'il soit là. Elle me disait, non, moi, je le sens pas bien. Voilà. Et puis, il y a eu aussi des gens qui ont refusé. Parce que ça, on va en parler avec vous, mais c'est pas évident comme démarche. C'est-à-dire que ça peut être une intrusion. Donc, il y en a certains qui ont dit non. C'est trop intrusif. J'ai pas envie que vous veniez tous les deux. J'ai pas envie de parler de ça. Alors, c'est intéressant. Pourquoi on dit non à cette pénétration dans cet espace intime un peu? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est, si tu veux, c'est pas simplement l'intime dans un atelier et que le créateur, la créatrice raconte son travail, ou c'est son ressenti, mais en même temps, il y avait le photographe. Alors, il photographiait des choses, mais il y a aussi à chaque fois une photo, un portrait de chaque illustrateur ou illustratrice. Alors, et moi, je me suis dit, oh là là, enfin, je pense que c'était pas du tout évident d'accepter de se faire tirer le portrait. En même temps, c'est très beau, parce que peut-être Betty, là-dessus, moi j'aime beaucoup toutes les photos, tous les portraits qu'il a fait, mais je sais bien que par exemple quand dans un salon du livre tu es invité et qu'on te demande une photo, tu n'envoies jamais de photo. C'est compliqué. Moi oui, c'est compliqué. Tu ne te souviens pas? Bon, c'est pas grave. Non, j'en ai pas. Non, mais bon, et en tout cas, est-ce que je peux vous poser la question à tous les deux? En fait, c'est vrai que, par exemple, moi, je ne suis pas habituée à être photographiée comme un acteur ou comme une actrice. Enfin, voilà, il y a des métiers qui... voilà, après, je joue le jeu si c'est nécessaire. Je ne vais pas forcément courir après non plus. Je trouve que c'est un exercice qui est difficile et comme tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça nécessite parfois un petit peu de pratique pour commencer à être à l'aise, quoi. Après, du coup, c'est Eric qui est venu. Il est très sympathique. Il a beaucoup d'expérience, lui, par contre, de son côté, en tant que photographe et en tant que portraitiste. Donc, du coup, il a des techniques, lui, pour mettre à l'aise les gens qui ne le sont pas. Et je pense que, voilà, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de poser, en plus, parce que lui, l'idée, c'était pas qu'il prenne sur le vif. Enfin, il a pris quelques photos un petit peu où on est en train, moi, où j'étais en train de travailler ou quoi, mais il a aussi voulu prendre des photos vraiment posées, parce que c'est son travail
c'est comme ça qu'il travaille, il aime bien travailler. Donc, du coup, poser pour quelqu'un, c'est encore autre chose que être photographié pendant qu'on est en train de s'activer, quoi. Et ça, c'était presque la partie la plus compliquée, je trouvais la plus gênante, où il fallait vraiment... et voilà. Et puis, autrement, moi, Delphine, je la connais en fait de il y a longtemps, vu qu'on a fait les arts déco ensemble. On était étudiantes ensemble, quoi. Et même si c'est pas quelqu'un avec qui j'entretiens forcément des liens réguliers, etc., on s'est souvent croisés professionnellement lors de salons, etc., et on se voit régulièrement et on s'apprécie, etc. Et du coup, pour moi, ça posait pas trop de problèmes. Par contre, de me livrer à Delphine, et puis c'est plus effectivement mon image, des fois c'est plus difficile d'avoir affaire à sa propre image physique ou quoi. Donc, c'est plus, Et pour toi, Adrien, comment tu as ressenti ça? C'était quelque chose que j'appréhendais aussi un peu, parce que c'est vrai que moi je faisais partie justement de ces illustrateurs qui longtemps ont essayé de ne pas se montrer, en disant c'est mon travail que je veux montrer, mais j'ai pas envie qu'on voit ma tête. Et puis avec le temps, j'ai fini par trouver que c'était une résistance un peu vaine. Je me suis dit bon, joue le jeu, laisse-toi aller, c'est pas bien grave, donc j'ai accepté ça. J'ai trouvé que le parti pris aussi photographique dans ce livre, c'était d'avoir des portraits qui sont à chaque fois un peu cachés, des reflets, donc finalement le visage n'est jamais complètement vraiment montré, plein phare. Donc c'était aussi une vraie décision, je crois aussi, pour respecter ce souhait de certains illustrateurs et illustratrices de ne pas forcément se mettre complètement en avant. Après, dans le choix de la photo, c'est marrant parce que moi on a fait une quinzaine de photos, et il y en a une où je fronce les sourcils. Eric a dit, tu as l'air déterminé. J'ai dit, j'ai l'air méchant. Bon, et ben, cette photo est restée. Et c'est vrai que moi, je ne me reconnais pas. Et c'est là quand même que j'ai compris que quand même un photographe, c'était quand même quelqu'un qui, évidemment, choisissait un angle, mais aussi parfois créer une petite fiction ou imaginer aussi, donner une version de quelqu'un, ce qui n'est pas du tout la vérité. Alors, c'est impossible d'avoir la vérité de quelqu'un saisie sur une photo. Qu'est-ce que ça veut dire, en plus, la vérité de quelqu'un? Mais moi, je ne me suis pas reconnue et après, ça m'a un petit peu embarrassée, j'avoue. Mais ce qu'il faut dire par rapport au travail d'Éric, c'est que son travail habituel, je dirais, ce n'est pas celui-là. C'est-à-dire que quand il fait des portraits dans la presse, c'est plus classique, je dirais, c'est plus techniquement plus traditionnel. Enfin, très beau, mais je veux dire. Et là, il avait envie d'être lui-même, de faire quelque chose de plus pictural, en fait, d'être lui-même dans la création. Donc, ces jeux de reflets, de miroirs, il y avait des choses par rapport à l'image aussi, de reproduction. Il avait envie de jouer avec ça. Donc, après, effectivement, il a dans sa... moi aussi, j'ai vu ça, c'est-à-dire que il disait, machin, il n'aime pas sa photo. Et je disais, je comprends. Et en même temps, d'un point de vue photographique, elle était formidable. Elle est belle, elle est très belle. Toi, tu n'as pas été le seul. Hein. Non, mais en fait, je trouve que les photos, c'est toujours pareil. En fait. C'est évidemment, on est tous pareils. Les photos, je les trouve très belles. Il n'y a que la mienne. Mais voilà, je reconnais que c'est une belle photo. Et je trouve vraiment, mais même, je lui ai dit quand il était là, je trouvais que c'était incroyable. Il arrive dans un endroit sombre ou qui est parfois sans charme. Mon atelier aussi, c'était une autre question, mais je ne le trouvais pas digne d'être photographié. Et en fait, il a réussi à trouver des reflets, des choses pour les rendre tout ça intéressant. Peut-être, parler tout de même. Delphine, est-ce qu'elle avait... elle avait fait un scénario, enfin un défilé de questions. Tu avais travaillé avec elle ou non à ce moment-là? Alors, il y avait, à chaque fois, non, c'est elle qui avait proposé. Oui, d'accord. Non, c'est elle, c'est vraiment elle, ça. Mais effectivement, elle avait toujours une espèce de trame, et puis après, elle se laissait porter, mais il y avait toujours... il y avait quelque chose avant d'arriver à l'atelier aussi, entre le moment, en fait, ce qu'elle voulait, c'était parler du lien entre l'espace, le temps, et cet acte de création, et ensuite le livre. Mais il y avait différentes étapes, et puis quelque chose aussi, effectivement, sur comment on crée un livre. Comment on crée, oui. Et comment vous avez ressenti ça? Est-ce que c'est... Moi, j'ai beaucoup aimé dans ton
dans ton interview, la rencontre, ce qui est retranscrit, c'est tu parles du temps et que tu aimes flâner, perdre ton temps aussi. Et j'ai trouvé ça, c'est très émouvant que tu oses le dire. Et pour d'autres, il y a à chaque fois des petites choses qui font que quand on le ressent, même si on ne connaît pas l'illustrateur ou l'illustratrice, il y a quelque chose où on s'est dit, là, c'est sûrement juste. Peut-être qu'on s'invente des histoires et qui, en réalité, ne sont pas du tout comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était important. Tu parles de la notion de travail. Oui. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que lors d'un entretien comme ça, en plus, moi, avec quelqu'un que je connais un petit peu, donc il y a aussi ce côté un peu informel, c'est-à-dire on n'était pas là comme si c'était un journaliste qui arrivait, que je ne connaissais pas, très professionnel. On était aussi à boire un café, et puis comme un peu si on papotait de manière sérieuse. Et du coup, lors de conversations de ce genre, ce qu'on dit au moment M, enfin T, je sais pas pourquoi T d'ailleurs. Temps. Ouais, ce qu'on dit au moment T. On aurait pu dire autre chose le lendemain. Enfin, voilà, c'est aussi comment s'oriente la conversation. Notre esprit, il est assez fluctuant. On n'est pas figé dans une espèce de pensée. Donc, ça fait que là, effectivement, ça s'est orienté là-dessus sur comme elle s'intéressait à comment on se met au travail, des choses comme ça, et le rapport au travail. Et là, je lui ai dit qu'effectivement, des choses autour de ma paresse ou des choses comme ça. Aussi parce que je la connais et que je me sentais en confiance de dire ça. Et que, voilà. Mais par contre, c'est aussi des choses auxquelles j'ai réfléchi. Et après, quand ça a été retranscrit, j'étais surprise au départ justement de ce que tu disais, parce qu'elle m'a fait parvenir, Delphine, directement un texte donc réécrit, tu vois, celui-ci en fait, tel qu'il est publié là. Et il était effectivement avec des espèces de, pas de tics de langage, mais des espèces de choses étonnantes pour un texte écrit, quoi. Vous voyez, enfin, ça bute un peu, on est là... elle s'exprime bizarrement, ou limite, il n'y a pas un peu d'argot, je ne sais pas. Enfin, il y a une chose comme ça. Ouais. Et donc, du coup, je me disais, ça m'a un peu, justement, surprise. Mais moi, j'aime bien être surprise. Du coup, ça m'a plu, finalement. Parce que, à la fois, je me suis dit, c'est comme si je me voyais dans un miroir, mais un peu déformant, peut-être. Et elle m'a vue aussi comme ça. Il y a tous ces intermédiaires, elle... la retranscription, votre travail, et c'est normal en fait que moi je sois, c'est pas moi puis une photocopie comme ça sous forme de texte, quoi. Donc du coup, je trouve ça super, même que ça soit pas fort. J'ai pas eu envie de réécrire ou de dire je précise là, c'est mal, c'est pas ça que je voulais dire. Bah voilà, c'était peut-être pas exactement ça que je voulais dire. Et ça prend cette forme-là. Non, mais je veux dire, ces petites phrases, et peut-être dans son contexte, j'aurais pu dire je peux préciser ça parce que peut-être que c'est pas clair, mais en fait, non, ça va très bien. Et c'est ce qui est ressorti, et voilà, c'est ça. C'est bien. Et toi, Adrien, comment ça s'est passé? Tu connaissais Delphine? Non, moi je ne la connaissais pas du tout. Je connaissais ses livres, évidemment, mais elle, je ne la connaissais pas. Et c'était assez étrange parce qu'en fait, on s'est retrouvés à discuter dans mon atelier, il y a un balcon. Et on s'est retrouvés sur ce balcon à discuter. Et assez vite, on buvait un café, on n'était que tous les deux. Eric était à l'intérieur en train de prendre des photos. Et donc moi, j'ai eu l'impression de me confier. J'ai eu l'impression de parler vraiment très librement. Et aussi de dire des choses que je n'assumerais pas et qu'au final, j'ai parfois du mal à assumer. C'est des choses... Dans l'instant, j'avais envie de lui dire, et j'oubliais, et c'est très difficile d'avoir en tête que cette parole-là, elle est enregistrée, elle sera retranscrite, et elle sera lue. Oui, et elle sera lue, et en plus, elle est effectivement légèrement transformée, c'est-à-dire que moi, parfois, je rebondissais sur ce qu'elle disait. Le fait d'avoir enlevé les questions, ça m'a au début un peu gêné, parce que je me suis dit, ça devenait... Moi, je réagissais à ce qu'elle me disait. Tout d'un coup, qu'elle s'efface, ça devenait une sorte de discours. C'était comme si moi, c'était une sorte de manifeste de dire voilà qui je suis, voilà ce que je pense. Alors que bon, les choses sont évidemment moins arrêtées que ça.
Et même aussi, il y a des choses, des questions de mise en avant de certaines parties du texte. C'était justement parce qu'on enlevait les questions, Oui, c'est ça. on remplaçait un peu, on mettait en gras, on revient au rôle de la typographie. Ça a été un parti graphique de se dire, on transforme. Oui. Voilà, Oui, c'est en gras et c'est pas une question. Pardon. Mais c'est vrai que ça change aussi, évidemment, la lecture qu'on a du texte. C'est-à-dire qu'à un moment de la conversation, je lui dis, moi, quand je travaille, dans mes livres, dans mes images, j'aime les petits secrets. Mais cette phrase isolée qui devient Adrien Parlange, j'aime les petits secrets. C'est pas comme ça. On n'a pas sorti. Parce qu'on n'a pas sorti une phrase entière. Parce qu'on aurait pu. Parce que ça a été aussi l'objet d'une réflexion. Ça s'est pas passé comme ça. Mais il n'y a pas quand même un beau titre, genre j'aime les petits secrets. Non. Si. De toute façon, j'aime beaucoup ouvrir ce livre. Mais c'est fondamental. C'est pas. On l'a pas mis. On aurait pu mettre un titre. Ouais. C'est pas ça. C'est comme la Non, première phrase. C'est en drap. Non, mais c'est vrai que, en fait, tout ça, il faut quand même accepter qu'il y a un petit lâcher-prise. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ce qu'on dit. On est tous très différents là-dessus. Certains assument, on dit, moi, je ne veux pas relire, je m'en fiche. Moi, tout d'un coup, je me suis pris tout ça Dans la figure. en me disant, ah, waouh, j'étais même étonné de ce que j'avais dit à ce moment-là. Et tu te retrouvais pas. Tu te retrouvais pas dans la manière de dire ou dans ce qui était dit. C'est pas pareil. C'est pas ce que tu voulais qu'on sache de toi. C'était peut-être que j'ai eu l'impression d'en dire trop. Par exemple, pour tout vous dire, ce livre, mes parents ne savent pas qu'il existe. C'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, mais parce que j'ai eu l'impression de dire des choses, de dévoiler quelque chose que j'ai trouvé. Donc tu aimes les petits secrets. Voilà. Ok, donc j'ai rien dit. C'est très juste dans ton travail en plus. C'est-à-dire que quand tu parles des petits secrets, tu expliques. Et moi, j'adore ce que tu as dit là-dessus. Et c'est tellement ça dans tes livres. Tu aimes qu'il y ait des éléments, des choses, des petits secrets dans le livre que le lecteur va comprendre, va trouver au bout de plusieurs lectures et que tout ne lui soit pas mâché et qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est une espèce de. C'est très réjouissant aussi pour le lecteur, mais c'est fondamental dans ton travail aussi. Oui, non, c'est vrai. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que de le voir écrit comme ça, tout d'un coup, ça demande de l'assumer, alors que ce sont des choses qui d'habitude ne sont pas dites. On fait passer des choses dans notre travail, mais je veux dire, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices jeunesse qui sont en fait très pudiques et qui n'ont pas envie de dire des choses sur eux. Alors on pense que ça passe d'une certaine manière, mais tout d'un coup, de le voir écrit... Tu n'as pas dit de choses intimes sur tes parents, tu n'as dit que des choses intimes sur ta manière de travailler. Non, mais parfois sur une certaine difficulté aussi à se mettre au travail, sur des angoisses, sur le fait de faire des livres pour avoir l'impression de laisser quelque chose. Enfin, c'est quand même un peu lourd, quoi, au final. Et c'est sûr que pour ça, c'est vrai que même de l'ensemble, ressort étonnamment aussi une forme de gravité de la part des personnes qui sont présentes là-dedans, qui est étonnante, notamment du fait que ce sont tous des illustrateurs et des auteurs qui travaillent pour la jeunesse, qui font des albums de jeunesse, et qu'on peut associer ça un peu rapidement, vu de l'extérieur, avec une forme de joie de vivre ou d'enfance qui perdurerait comme ça éternellement. Et en fait, déjà, l'enfance, c'est une erreur de croire que c'est une joie de vivre éternelle. Et puis ensuite, et c'est pas grave d'ailleurs, mais et en fait, là, même que ce soit dans les photos, dans le fait de poser une réflexion aussi d'ordre intellectuel sur soi-même et sur le travail en général, etc. Là, on s'aperçoit que ce sont des gens qui réfléchissent conceptuellement aussi à plein de choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi à quoi nous, on n'est pas habitués en tant que créateurs de livres jeunesse, parce qu'on ne nous demande pas forcément, souvent, vous voyez, souvent on est en contact avec des enfants quand on nous invite dans des festivals, on nous met souvent en contact plutôt avec un public enfant, donc on n'est pas dans l'expression de ce genre de problématiques régulièrement. Et alors, par exemple, là, au festival, c'est différent puisqu'on est dans les masterclass, par exemple, on rencontre des adultes. Et là, on peut aussi, des fois, prendre l'habitude un peu plus d'exprimer des choses en tant qu'adulte à des adultes. Mais c'est même pas seulement, c'est aussi ce que j'aimais dans ce projet, moi. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce que vous vous exprimez souvent vous exprimez vers des enfants, c'est pas seulement ça, c'est que d'une façon générale,
à part quand on est entre professionnels, évidemment, dans des textes qui sont à destination des professionnels, mais quand on est dans le grand public, on a une image de l'édition jeunesse et des auteurs et des autrices de l'édition jeunesse. C'est souvent un peu joyeux, rigolo, tout ça. Donc, et d'ailleurs, il y en a certains qui avaient vraiment du mal avec ça, parce qu'il y a effectivement des images qui sont pas du tout marrantes, quoi. Des portraits où d'un seul coup, il y a effectivement un sérieux. Et certains étaient très décontenancés par ça. Et moi, j'ai adoré ça, justement, parce que ça posait... Enfin, voilà, j'ai adoré, ouais. Enfin, voilà, mais ça n'a pas été simple pour tout le monde, effectivement, cet aspect-là. Alors que ça fait partie des choses qui, pour moi, sont importantes dans ce livre. Ouais. Et après, peut-être aussi, on peut dire que souvent, les auteurs, en parlant du livre de jeunesse, parlent assez facilement, sauf quelques-uns, mais de leur travail, ils analysent, etc. Autant les illustrateurs et les illustratrices, c'est compliqué pour beaucoup de parler de leur travail, d'expliquer. Et pourtant, il y a un réel travail qui est fait tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est une pratique qui est surtout dans le livre de jeunesse qui n'existe pratiquement pas, enfin, ou très peu. Il y a de plus en plus aujourd'hui, effectivement, dans les salons du livre, à des moments de formation, parce que ça nous semble important de faire parler des illustrateurs et des illustratrices, donc des gens qui ne sont pas forcément en phase avec les mots aussi, et on en parlait tout à l'heure, et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce livre-là, avec sûrement les imperfections, les choses que toi tu as trouvé, enfin que tu trouves aujourd'hui peut-être moins bien. Delphine aussi, le photographe. Elle est fière. Finalement, je suis contente. Non, mais c'est tout ça. Mais en même temps, enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis, Adrien. Ça me semble très important. Et en même temps, pour, je veux dire, les professionnels, et puis les gens, et aussi les parents, je suis désolée, mais il me semble que c'est quelque chose, c'est un livre fondamental, vraiment. Alors, il y a quelque chose, moi aussi, qui m'a frappée quand j'ai lu tous ces entretiens, en beaucoup de temps, hein, ça a été long quand même aussi. Alors qu'il y a un panel quand même de styles, de travail extrêmement divers, et il y a plein de moments où il y a des choses communes. Et ça, c'était très étonnant. Et en même temps, c'est évident, mais par exemple, quasiment tout le monde parle du moment qui est le plus extraordinaire, c'est quand le livre n'existe pas. C'est-à-dire, c'est avant, c'est juste avant. C'est le livre rêvé, le livre que vous avez en tête. Et il y a un moment d'intense souffrance, carrément, c'est vraiment dit quasiment dans ces termes-là, quoi. C'est quand il y a quelqu'un, alors je ne sais plus lequel, parce que du coup, qui dit... J'ai parfois l'impression que ça y est, le livre est fait. Alors qu'en fait, il est que dans ma tête. Et d'un seul coup, je réalise, ah mais non, je ne l'ai pas commencé. Et en fait, et ça, c'est presque... Et ensuite, il faut se coltiner à la réalité et à la déception. C'est ça, il y a toujours une espèce d'aspiration. Voilà. Et comment atteindre ce livre qu'on avait en tête, quoi. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, quoi. De ne pas arriver à atteindre l'idéal, parce que sinon on s'arrêterait en fait. Tu vois. Oui, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant Mais c'est une douleur, c'est une souffrance. Beaucoup ont parlé carrément de vrai, faut vivre avec cette déception. Tu vois, il y a un truc qui est très... c'est très, en même temps, qui varie d'un livre à l'autre. Voilà, il y a des gens qui, parfois ça peut être un moment de catastrophe, on peut être un moment très, très, très contrarié, très déçu, pour je ne sais pas quelle raison. Et puis parfois on a l'impression... Il y a aussi des livres dont on est content. Ça arrive quand même. Oui, et puis de là, il y a des nuances entre la vraie déception liée à un problème, à différents types de problèmes. Ça peut être c'est raté, c'est mal imprimé, des choses comme ça. Mais après, même si ça n'atteint pas l'idéal qu'on avait en tête, c'est aussi comme des moteurs, pour continuer. Se dire, tiens, donc c'est pas une vraie déception. C'est une petite insatisfaction qui donne envie d'en faire un autre. Voilà. Mais c'est un petit moteur, mais ça a été quand même... c'était assez fort, tout le monde en parlait. Quand même. Et beaucoup parlaient aussi de cette espèce d'euphorie totale juste avant de démarrer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de moment comme ça, de plaisir intense.
une fois qu'il y a l'idée, il y a quelque chose qui se met en place. Tout semble clair. Et voilà, c'est ça. C'est ça, une épiphanie. Et puis après, Après, il faut se confronter à la vraie réalité de ce qui est possible. Ouais. Et aussi à ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Pas encore. Je vais savoir, est-ce que vous avez, tous les trois, vous avez eu des retours par rapport à ce livre tu veux dire des retours positifs, enfin positifs là, on en Toi, a parlé, sûrement, quand même. mais ou négatifs, enfin je crois que c'est aussi intéressant. Alors, les retours négatifs, c'est-à-dire que les gens écrivent quand même rarement aux maisons d'édition en disant « Dites donc, votre livre là, c'est vraiment nul quand même !» Non, ça nous arrive heureusement rarement. Non, c'est plutôt des retours positifs et de surprise aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans ce livre. C'est-à-dire qu'il est différent. Les gens, je pense, justement, ne s'attendent pas à autant d'intimité. Alors, ça peut être plus ou moins bien vécu par les protagonistes. Mais ça, je pense qu'il y a une surprise. Voilà. Et ça a été ça, le retour. Et puis après, le retour des auteurs eux-mêmes qui sont dedans, il y en a eu plusieurs qui avaient effectivement, comme toi, Adrien, qui ont eu envie d'abord, qui ont eu envie de réécrire. Tu as réécrit pas mal, toi, je crois. Non, pas tant que ça. Enfin, mais ça, il y a eu une... Enfin, voilà, ils ont plus ou moins réécrit leur texte. Et parce que c'était compliqué de se voir et dans le texte et dans les photos. Il y en a qui ont changé, qui ont voulu une autre photo. Il y en a qui l'a retouché. Ouais, enfin qui l'a repris. Mais en même temps, je comprenais, moi. Il y a quelqu'un qui a voulu carrément qu'ils reprennent la photo à un autre moment, enfin, tu vois, parce que vraiment, elle bloquait, quoi. Donc, et je comprenais pourquoi. Voilà. Donc, il y a eu il fallait accepter de se voir et dans ce qu'on raconte et dans la photographie. Mais je crois que d'une manière générale, les gens qui le lisent, c'est pas non plus, on n'a pas 40 000 exemplaires, mais les gens qui le lisent, oui, ils sont touchés et ne s'attendent pas à être touchés. Je pense. C'est ça. Ce qui est très étonnant. Moi, je sais qu'il y a des gens, comme tu m'as offert, comme à tous les gens qui sont dedans, un exemplaire, et il était chez moi. Et du coup, il y a des gens qui passaient chez moi, qui le feuilletaient, c'est quoi ça et tout ça. Et ils se sont précipités réellement pour l'acheter, quoi. Alors que ce n'est pas forcément des gens qui s'intéressent particulièrement à la littérature. Pas plus que ça, quoi. Enfin, et en fait, ça les a vachement intéressés comme format, comme l'idée d'un atelier d'artiste, d'un portrait, d'une confession en quelque sorte, un peu intime justement. Et c'était étonnant. Et après, c'est des gens parfois que je ne connais pas, enfin des connaissances, quoi, mais pas forcément des amis proches, et qui m'ont fait des retours en étant super intéressés tout à coup sur des choses et tout. Donc, tu vois, c'est quand même... Et il y a même des gens, des fois, que je ne connais pas. Enfin, par exemple, dans des, on va dire, des soirées ou des choses comme ça, où on peut avoir des... Enfin, vous voyez, où les gens savent qui je suis, mais pas dans la rue, quoi, bien entendu. Mais... par exemple, chez une amie, chez Géraldine, par exemple, qui est une amie aussi dans la vie, Géraldine Alibeux, qui est là, et on se voit, il y a quelqu'un d'autre, elle sait qui je suis, et elle vient me parler, alors que je la connais pas, en me disant « Ah, j'ai trop bien aimé ce que tu as écrit. » Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai juste dit, mais bon, en fait, ça a marqué les gens, quoi. Et c'est pas des gens qui seraient venus me dire « Ah, j'aime bien ce que tu fais comme livre, quoi. » C'est parce qu'il y a ça qu'ils viennent me dire « J'aime bien ce qui était dit là. » C'est marrant, hein. Et ce qui est intéressant, alors c'est encore plus intéressant, évidemment, quand tu connais bien le travail des stratèges qui sont présentés, parce que d'abord, tu reconnais, il y a quelque chose, c'est assez marrant quand même, ce lieu où vous travaillez, qui vous ressemble un peu, parfois. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est assez étonnant, ce parallèle-là. Et puis,
Et puis, je ne sais pas, je pense à Vincent Pianina qui est entouré de jouets, par exemple, qui explique à quel point le jeu est fondamental pour lui. Et ben, c'est tellement, c'est tellement dans son travail, c'est tellement central. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, effectivement, quand on connaît le travail des gens, c'est assez c'est intéressant, y compris ces espaces. Peut-être je voulais rajouter que Delphine, je ne sais plus si c'est toi ou Delphine qui m'en a parlé, qu'effectivement, il y a eu au moins 2 entretiens qui étaient dans les tout premiers et qui étaient, qu'elle a jugé ratés et ça n'allait pas. Et donc, elle a recommencé. Voilà, c'est aussi pour dire, c'est important de le dire, tout ce travail de fourmi qu'elle a fait. Ils ont passé un temps fou. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que finalement, la forme des entretiens, ça avançait, ça prenait forme, etc. Et puis elle disait, c'est là que je veux arriver. Et puis les premiers qui avaient été interviewés ou chez qui elle était allée, ça n'allait pas du tout, il a fallu recommencer. Ce qui n'allait pas assez loin, c'est-à-dire que les premiers, justement, cette forme du dialogue, comme ça, où on creuse finalement et on dit des choses de plus en plus intimes. Dans les premiers, elle avait sa liste de questions, je pense, elle s'étendait moins. Et là, on s'est retrouvés à un moment avec les premiers entretiens qui étaient tout plats par rapport aux autres, et donc ils passaient pour un peu des idiots, quoi. Ah mince, il est quand même un peu bête celui-là. Et donc, elle est retournée chez les gens pour étoffer et pour donner de la densité, quoi. Et ça a été, parce que sinon il y avait ce déséquilibre. Donc ça a été aussi quelque chose de... Peut-être, je ne sais pas, moi je voulais aussi parler parce qu'on a parlé des photos, des textes, un peu de la mise en page, etc. Oui, et le choix aussi, parce qu'à chaque fois, on n'a pas du tout dit ça, mais on entre avec, il y a le nom de l'artiste, il y a une image de son atelier, de l'atelier, et puis un portrait, il y avait, vous savez, il y a à chaque fois un portrait et une image de l'atelier, et après, des gens en train de travailler. Ça, c'était la constante. Oui, les 3 images. Et je voulais vous montrer aussi, je trouve, c'est la patte de Delphine, et puis ça rajoute autre chose. C'est Delphine a fait des petits dessins sur certaines pages. Je ne sais pas du tout comment elle les a choisis ou ça l'a pris. Elle fournissait. Après, dans la mise en page, on choisissait. Il ne fallait pas que ce soit redondant avec les photos d'Éric. Il fallait pas. Voilà. Il fallait que ça ajoute quelque chose. Ça dépendait aussi de ce qui nous restait comme place. Enfin, je veux dire, en fait, ça dépendait de la mise en page. Éventuellement, tu avais un blanc et vous piochez dans. Effectivement. Mais pas que ça. C'était pas n'importe. Vous ne tiriez pas au sort un petit dessin de Delphine. Mais je trouve que c'est. Oui. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très... Je ne sais pas si vous voyez cette lecture. Vous regarderez, vous irez acheter, regarder le livre, parce que ces petits dessins, je n'arrive pas vraiment ce sont les dessins. On retrouve le travail de Delphine, mais en même temps, je trouve que c'est très bien... C'est le choix qui est toujours étonnant. Ce sont des tout petits détails qu'elle a chopés à droite à gauche. Et c'est ce choix-là qui raconte aussi quelque chose de Delphine. Oui, c'est ça. Bien sûr. Delphine, elle est là par son travail, les questions qu'elle a posées, comment elle a avancé. Mais en même temps, elle est là aussi avec ses petits dessins. Et en fait, il n'y a aucune illustration de l'auteur interrogé. Non, alors ça a été un questionnement, et puis pour des raisons aussi de droit, on s'est interrogé là-dessus. Est-ce que on... Puis c'était pas l'objet du livre, je crois. C'était pas ça l'objet du livre. Mais on s'est posé la question. Mais c'est une question hyper intéressante, je trouve, justement. Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui fait que l'objet est surprenant, je pense. C'est qu'on s'attend vraiment à ce qu'il y ait des images, des illustrateurs. Mais on s'est posé la question. Et puis, on a décidé que non, parce que ça allait... Là, il y a une espèce
de densité, il y a quelque chose d'assez fort et peut-être si on avait mis les images des uns et des autres, ça aurait dilué un peu ce qu'on avait envie de dire. Ça aurait été trop hétéroclite voilà, parce qu'ils sont tous différents. Donc on aurait pu le mettre à la fin. Enfin bon voilà, mais ça a été des questionnements qu'on a eus. Hein. Ça aurait pu faire un livre entre guillemets de plus sur l'illustration. Oui. Alors que là justement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un livre qui peut vraiment toucher des gens qui ne s'intéressent même pas à l'illustration jeunesse. Parce qu'il y a quelque chose vraiment d'universel en fait dans ce rapport au travail, dans ce rapport à la création, etc. Et du coup, il en devient quelque chose de beaucoup plus large. Même si, bien sûr, ce qui est très intéressant, justement, c'est de voir, comme tu disais, cette photographie, ce panorama d'illustration. Mais il a ça en plus qui est très intéressant. Et puis, justement, le titre, c'est les ateliers. Ce sont des photos d'ateliers. Et en fait, ça, je pense que c'est des choses que tout le monde a envie de voir, finalement. Un atelier d'artiste ou de... Enfin, on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à l'idée de voir la photo d'un atelier d'artiste. En fait. Et parfois, il y a des petits... Quand on connaît un peu le travail des illustrateurs, il y a des choses, des images derrière, en arrière-plan. On voit et des uns et des autres, ça aussi c'est marrant. Tu vois des fois les images de l'un qui est dans le livre et qui est sur le mur de l'autre. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui, alors pour le coup, qui est très universel aussi. Moi, j'ai vraiment vu ça aussi. C'est la manière dont la difficulté de passer de l'atelier et en fait le lieu de travail à la vie de famille, à la vie... voilà. Et ça, beaucoup parlent de ça. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, en fait. C'est-à-dire, qui est encore plus fort, je pense, quand on est dans la création. Mais beaucoup parlent de ça aussi. Béatrice Alemania parle des patates sautées au lardon. Comment, quand elle est en train de... J'adore ce passage parce que c'est très incongru, mais on l'a laissé parce que elle dit, bah voilà, on est là sur un truc grandiose, machin, puis d'un seul coup, paf, on a un SMS, n'oublie pas les patates. Et c'est difficile, quoi, ce passage de l'un à l'autre. Et beaucoup parlent de ça. Et ça, t'as raison, c'est pas que la création, c'est le travail. C'est comment... Oui, cet effet de sas dont il parle souvent au début, tout à fait. Une heure avant de pouvoir commencer à travailler. Ça m'a beaucoup déculpabilisé de te lire ça. Je ne pas tout ça à rien faire pendant une heure. Effectivement. Finalement, on s'aperçoit que tout le monde a des difficultés à se mettre au travail. Quoi. Et d'ailleurs, et ce qui est aussi très intéressant, et ça, c'est que vous, quand même, cette vacance de l'esprit, elle devient fondamentale dans la création. Ce qui n'est pas trop notre cas, par exemple. Enfin, j'en sais rien, peut-être un peu. Mais beaucoup parlent de ça, que c'est dans... Il y a un truc qui bip, là, il y a une erreur. C'est normal. C'est que c'est dans les moments justement où l'esprit est vacant. Bruno, il parle du vélo. Non, mais il lisait parce que c'est Bruno, c'est très étonnant. Et il raconte qu'il part faire du vélo. Et enfin, par exemple, sur les chapitres de quand il est en train de faire un livre, et donc il bloque le chapitre 4, 5, le 5, il n'y arrive pas. Part faire son vélo, il roule, c'est difficile. Et puis son esprit va vagabonder, et puis il en parle très très bien. Et puis tout à coup, en faisant du vélo, dans cette vacance de l'esprit, hop, il y a le chapitre 5 qui arrive. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des temps... Il y a un rapport au corps aussi qui est important. Oui. C'est-à-dire, ça aussi, ça m'a frappée, parce que la création, c'est pas que de l'esprit, et beaucoup parle de ça, du geste, mais aussi du corps assis. Enfin, il y a quelque chose du corps qui prend une place importante aussi. Alors, on le dépend. Enfin voilà, il y a la marche aussi. On parle de la marche à pied. Enfin, ça a été, c'est aussi quelque chose d'important. Mais non, du coup, peut-être avant que j'oublie, Delphine, en fait, pour la fête du livre de Bron qui a été annulée cette année, elle a eu une commande, enfin, elle a discuté et du coup, elle a proposé autre chose, mais qui est vraiment en lien avec ce travail-là, avec son frère qui est vidéaste. Ils sont allés... interviewé dans l'atelier des illustrateurs, en particulier François Roca qui est là, mais aussi Magali Lehuche et Charline Colette. Et Charline Colette qui n'est pas dans le livre. Et la grande différence, finalement, c'est intéressant parce que ça fait suite à ce travail-là,
Mais en même temps, l'image, la vidéo fait qu'on voit les tableaux, on voit les images de travail, on ne voit pas du tout là. Et donc, c'est aussi des petites bulles, mais ce sont des paroles des illustrateurs qu'elle a, elle a recommencé avec François Roca, mais c'est aussi des temps qui sont très, très rares finalement. Et que je trouve que c'est important pour les professionnels, peut-être pour les parents un peu moins, mais en tout cas, pourquoi pas. Voilà ce travail que Delphine elle-même, qui la préoccupe, qui en elle, je crois que c'est important. Et pour tout dire, c'est que je crois que ce serait bien que tu continues. En faire un autre. Non, la question s'est posée aussi de la présence des auteurs. Mais bon, voilà, parce qu'il y a que des illustrateurs. Oui, bien sûr. Combien de temps pour faire le livre? Vous l'avez prévu au début, je ne sais pas entendu. Non. Je crois que ça a duré entre le moment où ils en ont, je crois que pour eux, ça a duré 4 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois que ça s'est étalé comme ça. Mais à cheval sur le confinement et tout ça. Ah non, il est sorti justement décembre 2019 et justement c'était tellement dommage. Ric-rac. Ouais. Mais Ric-rac, oui, c'était, ils ont été confinés. Non, mais ils ont été livrés au restaurant chinois en face du bureau pendant le salon de Montreuil parce qu'on était vraiment, non, c'était à la bourre, parce que pour nous, le moment important juste avant Noël, c'est le salon de Montreuil, qui ne sort pas. Donc ça a été, oui, donc voilà, la livraison salon du resto chinois, c'est un grand moment quand même. Et Loïc, t'as pas des choses à dire, toi? T'aimes bien comme je t'interpelle. Vous avez vu où on l'a mis là? Pour ne pas cacher non plus. Mais qu'est-ce que je... Non, si, ce que je trouvais important avec l'existence de ce bouquin, en fait, donc c'est que voilà, c'est un bouquin qui est extrêmement singulier et extrêmement justement, c'est extrêmement courageux, je trouve, de la part d'une maison d'édition qui fait des albums comme ça et peut sortir un bouquin qui a un format comme ça, parce que du coup, on ne rentre pas dans un type de livre, en fait, ça n'existe pas, des livres comme ça, enfin, de temps en temps, chez les éditeurs de beaux livres, J'enchaîne, etc., vous avez des trucs sur les ateliers d'artistes, effectivement. Mais là, faire un truc sur les ateliers où on questionne vraiment bien les gens sur leur processus de travail, etc., qui soit consacré justement à une partie de la création, donc qui sont les illustratrices et illustrateurs jeunesse qui sont peu médiatisés, en fait, qui sont peu mis en avant. Donc déjà, c'est très important, très utile. Et en plus, ça marque quelque chose, ça veut dire quelque chose de l'état de l'édition française, de l'édition jeunesse française, qui est donc la plus belle du monde en ce moment. Et voilà, ça marque un truc. Ça veut dire que si on en arrive à produire ce genre de livre, et qu'il y a des gens que ça intéresse, et des gens pour le lire, etc., c'est qu'on a quand même atteint quelque chose. C'est peut-être une première. Peut-être qu'après, il y aura, je ne sais pas, peut-être tous les 5 ans, il y aura un éditeur différent qui fera ce genre. Peut-être ça va devenir un genre. C'est toi qui as dit que tu voulais plus le faire. Donc, il y a plein de livres que je ne peux pas faire, des gens avec qui je ne veux plus travailler, puis je recommence. Non, mais voilà, on a quelque chose de complètement nouveau, une espèce d'ovni, mais qui raconte quelque chose historiquement de l'édition jeunesse. Pour toi, c'est un signe de... Ah ben oui, moi, clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, on en est là. Si on est capable, en fait, parce que bon, qu'il y ait des bons illustrateurs, etc., c'est pas un moment qu'il y en a, etc. Mais qu'à un moment, on arrive à synthétiser, à produire un objet commercial autour de ça, c'est extraordinaire. C'est révélateur de quelque chose, d'une maturité qui est très intéressante. Et en plus, comme il y a dedans un choix qui est très éclectique, justement, de différentes générations, de différents trucs, des choses qui sont très populaires et d'autres beaucoup moins, etc. Voilà, ouais, c'est vraiment le signe d'une maturité. C'est typiquement un truc qu'aurait dû faire le ministère, par exemple, de la Culture, tu vois, ce genre de projet. Non, mais c'est vrai, c'est un moment, une espèce d'état des lieux. Le Centre national du livre m'a donné de l'argent. Ah bon, bah quand voilà. même, j'ai eu des aides, enfin, on a beaucoup. Quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez presque fait un boulot comme ça, un boulot institutionnel avec ce livre-là que je veux dire. Peut-être, est-ce que vous avez, vous ne le connaissez pas beaucoup, j'imagine, mais des questions à poser à nos 3 invités. Vous dites votre non-habitude de parler de votre métier, de vous mettre en avant, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet et à participer à ce livre, à devenir les équipes? D'abord, j'étais
très heureux que ce projet existe, que ce livre existe, quand on m'en a parlé, qui est cette envie-là. Ensuite, j'ai été très heureux qu'on me propose à moi de participer. J'étais flatté. J'ai d'abord pas voulu le faire parce que j'ai cru que je pensais que mon atelier ne correspondait pas à ce que les gens imaginent un atelier d'illustrateur. Je me suis dit, ok, il y a certainement un goût pour l'atelier rempli de pots de peinture, avec des objets partout, de la couleur. Enfin, je pense qu'on se fait une idée d'un atelier d'artiste ou d'un atelier d'illustrateur, et j'avais l'impression que le mien n'y correspondait pas du tout. Et après, je me suis dit, ben justement, j'ai envie de montrer qu'on peut avoir un atelier hyper neutre, avec quasiment rien, parce que pour moi, c'est quand même d'abord un travail très intérieur, et que des images au mur me perturbent, en fait, m'emmènent dans des directions qui sont pas... Donc, c'est une page blanche, mon atelier, c'est une page blanche. Donc, voilà, j'ai prévenu Eric, je lui ai dit, bon, c'est vraiment... Il n'est pas terrible, mon atelier. Vraiment, il n'y a rien. Je lui ai dit, bon courage pour en faire une belle photo à partir de... Et il a dit, mais non, mais c'est bien. Donc, voilà. Au final, justement, parce qu'aussi, ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière dont on voit souvent les auteurs et les illustrateurs jeunesse, souvent on les considère comme des enfants. On dit, vous êtes encore des enfants, vous êtes des enfants qui... Vous avez une âme d'enfant. Et moi, c'est vrai que j'en ai marre d'entendre ça. Parce que je trouve que c'est faux, parce que je pense qu'on peut être un adulte et avoir de l'imagination, tout comme on peut être un enfant et ne pas en avoir beaucoup. Donc je ne veux pas qu'on me renvoie toujours à mon enfance, et donc j'étais content qu'un livre existe pour montrer que c'est un travail, et que c'est aussi un travail d'adulte, parfois difficile, parfois génial, mais voilà, que ce livre apporte de la nuance. La question, c'était quoi exactement? Pourquoi tu as accepté? Je ne me rappelle plus. En fait, j'accepte pas mal de choses. Enfin, je veux dire, ça m'intéressait, mais... C'est une mauvaise réponse. Oui, c'est sûr, ça dépend de quoi on parle. C'est pour dire que je ne savais pas trop ce que ça allait être, parce que finalement, le mail que j'ai reçu était assez... je fais un travail sur les ateliers, avec Valérie, etc. Tu veux bien participer? Et j'ai dit tout de suite oui, mais sans vraiment exactement... et puis elle m'a expliqué, en fait. Donc, je sais pas, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer, si des gens sont curieux de savoir des choses à propos de mon travail, je vais volontiers leur répondre, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas si fréquent non plus que des gens aient envie de creuser un petit peu ce que je fais. Et donc, voilà, je suis toujours OK pour essayer d'expliciter ça, quoi. C'est marrant parce que, en fait, tu disais tout à l'heure, c'est un peu l'arrière-cuisine. Enfin, tu n'as pas dit ça, mais tu as dit montrer comment on fait les choses et tout. Moi, par exemple, en tant qu'éditrice, parce que parfois on me dit qu'il y a des expos qui sont faites sur les différentes étapes du livre. Moi, je déteste ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas du tout envie que les gens voient les différentes étapes, parce que non, je sais pas, ça va pas être vu. C'est pas fait pour être vu, en fait. Donc en fait, je sais pas moi si j'avais été dans votre position, enfin, tu vois, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas. Parce que là, on montre pas non plus. En fait, on parle d'une face, voilà, de la création, mais pas de votre tambouille. On va dire comme ça, on montre rien. Oui, c'est vrai, ça raison, on montre pas. Même tout ce qui passe par la tête, tu ne montres pas. Ou des versions non abouties, d'images, on ne montre pas ça. Non. Et en ce sens-là, excusez-moi, c'est presque un livre de sciences humaines. Et je pense que ce n'est pas un livre d'illustration, c'est un livre sur les illustrateurs. Et c'est pour ça que, par rapport à tout à l'heure, la remarque, à mon sens, ça aurait été effectivement une erreur que de mettre des illustrations, parce que ce n'est pas le sujet. Et justement, ça montre un travail de professionnels adultes dans des environnements qui sont d'habitude cachés au regard. Et c'est ça qui intéresse aussi le spectateur, de voir cette diversité. Il me semble que c'est vous qui parlez, monsieur, de l'atelier comme un neuf.
peut-être pas. Non. C'est peut-être un autre qui a aussi un atelier. Il y a déjà papa et maman, alors pas les gens. Et puis il y a d'autres ateliers qui sont plus ambiance Harry Potter, les cours partout, etc. Mais à la limite, ça c'est presque anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est ce travail de la diversité de créateurs. Ce sont des créateurs au même titre qu'il y a des compositeurs de musique, des écrivains de romans, etc. Et je pense que pour rebondir sur ce que disait Loïc, je pense que c'est une forme de maturité aussi, de reconnaissance que, je vais oser dire comme ça, oui, c'est un vrai métier. Et enfin, on va sur ce terrain-là. Et ce premier regard qui est aussi un regard sensible, à la fois dans la manière de conduire l'interview et dans les photographies. On voit d'ailleurs dans un petit coin un croquis, quelque chose, mais ce n'est pas la même chose que de faire un aplat avec une illustration. Moi, je pense que c'est une étape première d'un travail qui manquait, c'est évident. Merci. C'est ce qui permet d'ailleurs de le proposer en librairie à qui que ce soit. Pas seulement à des personnes qui sont en activité. Qu'est-ce que tu as dit quoi? C'est super dur ou c'est super quoi? T'as dit? C'est ce qui permet. Ah, c'est ce qui permet. C'est pas super. D'accord. Non, quand j'évoquais l'illustration, c'est parce que moi, quand je vous vois, j'ai un univers et des couleurs, voilà, c'est tout. Donc, j'ai une idée juste de votre œuvre comme d'une œuvre d'un peintre ou d'autre, voilà. Donc, c'était dans ce sens-là. C'était pas qu'il fallait... Non, mais on s'est interrogé en plus. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à la fin du livre, pardon, vous faites référence, vous renvoyez à certains ouvrages. Si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent aller comme ça plus loin. Et ça permet de répondre à la question que vous êtes posée. Et je pense que le mettre dans le livre, ça aurait été une erreur. Ça aurait brouillé le message. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je ne sais pas si tu l'as dit, Cathy, mais pour la petite histoire, quand vous regardez attentivement ce livre qui mérite votre attention, il y a même une trace des estivales de l'illustration. Vous allez vous amuser à le chercher. Oui. Oui, ça rend. Oui, ça rend. Voilà. Si vous... Pardon. Il y a une affiche. C'est un secret. Il faut chercher, il faut découvrir. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, je vous propose que nous arrêtions ce moment. Merci. Je voulais remercier Loïc et puis tous les trois. Merci Valérie, merci Adrien, puis Betty. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus, je crois qu'il en reste un à la librairie. Il y en avait trois, donc ouais. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde, mais voilà. C'est la vie est absurde. C'est la vie. Par contre, je pense que vous pouvez le retrouver dans les librairies. Après, ça arrivera pour ceux qui habitent tout près, sinon à Toulouse et dans vos villes respectives. Non, écoute. Il n'y a que 3 exemplaires. Non, il en reste. Il y en avait 3. Il en reste un. Mais vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Genre, ils vont tous partir. On fait les courses. C'est le premier qui arrive. Et il est ici, l'exemplaire. Qu'est-ce qu'il faut soudoyer? Bon. Non, mais après, vous allez le trouver, vous pouvez le commander dans votre... Non, mais j'ai dit, j'espère, j'ai dit au libraire, j'espère que on va être vraiment mauvais. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez le commander. Et vous dire aussi que Valérie a déposé des catalogues de sa maison d'édition. Oui. Pas d'édition des mots. Si ça intéresse quelqu'un, que j'adore. Je l'ai entendu dans ma valise. J'ai fait le catalogue. Bon.
Et des affiches. Et des affiches, donc vous pouvez aller les chercher. Vous les demandez à Il y a la aussi les livres des éditions des Fourmis Rouges. Vous dire que tout de suite, enfin dans une heure, nous reprenons le marathon et le débat avec Adrien Parlange et Géraldine Alipeux. Non, il y a une heure de bac. Bah oui, j'ai dit. À 18h. À 18h. Ils peuvent respirer. Dans une heure. Dans une heure. Et ensuite, pour ceux qui veulent encore entendre Valérie, mais on fera autrement. Je vais parler des éditions des groupes. En anglais. En anglais. Alors, non, j'adore les éditions, mais je sais pas du tout. Parce qu'ils m'ont déjà entendu pendant longtemps. Là, Ah, d'accord. Elle peut parler d'autres maisons d'édition. Donc, merci d'être venu à ce moment-là. Un grand merci à vous. Merci. Merci.